Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui nous permet d'être tous optimistes et confiants. Talk Show. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux soins par l'art. Stéphane est allé découvrir une exposition photo un petit peu particulière à l'hôpital psychiatrique de Saint-Maurice. Annabelle est allée de son côté sur Paris pour découvrir le premier GEM Autisme parisien by Falray. Et puis comme d'habitude, eh bien, nous sommes accompagnés d'un invité pour nous parler sans tabou de santé mentale. Et aujourd'hui, nous recevons Nathalie Hanot. Salut Nathalie. Salut, bonjour. Merci d'être venue ici pour nous parler d'une petite méthode particulière sur l'art créatif. On va en dire un petit peu plus. Je vais essayer de donner un petit peu ta présentation. Tu es psychologue, hypnothérapeute, spécialisée dans la thérapie familiale et tu accompagnes les personnes en deuil et en burn-out. Jusque-là, j'ai bon? Oui, tout à fait. Et tu es formatrice pour professionnels et tu as, comme je le disais à l'instant, une méthode particulière qui met l'esprit créatif de chacun au cœur de sa propre guérison. Ça, c'est une phrase longue que j'ai écrite pour être sûre de ne pas me tromper et être sûre de bien résumer qui tu es, Nathalie. C'est bien ça? C'est vraiment ça, c'est emprunter la voie de l'imaginaire, de la créativité et de l'art pour retrouver son équilibre de santé. Et tu as rédigé 3 ouvrages qu'on va décortiquer un petit peu tout à l'heure. Alors, le tarot créatif, prêtez-vous au jeu et mettez votre potentiel en lumière. Libérez votre plein potentiel grâce à la symbolique du tarot. Donc, on va regarder ça dans un instant. On fera même un petit exercice à la fin de cette émission. Un deuxième ouvrage, le carnet de deuil. Mieux vivre les pertes et les ruptures par la méthode du journal créatif. Là, on est toujours encore dans la créativité, l'art créatif. Et puis, un dernier ouvrage, le journal créatif du burn-out. C'est un ensemble, c'est un petit peu toujours sur la même lignée, ces 3 ouvrages. Alors, le fil conducteur, le fil rouge, c'est de tenir un journal. Un journal, c'est le journal intime qui est revu et exploité avec beaucoup plus de méthodes créatives et qui est mis au service de sa santé. Et voilà. Alors, comme vous avez pu voir quand même que Nathalie a beaucoup de choses, beaucoup de cordes à son arc. Et alors, c'est vrai que je vous avoue que je ne savais pas par où commencer cette interview. Alors je me suis dit, le plus simple, c'est d'aller dans le vif du sujet et d'essayer de comprendre ce qui t'a amené à comprendre que l'art créatif était un moyen puissant de guérison pour les personnes qui avaient des troubles, des pathologies ou comment on peut appeler ça, des besoins psychologiques. Oui, ou des déséquilibres de santé, des mal-être, mais il y a eu plusieurs choses. D'abord, mon propre parcours, mon propre cheminement, puis ma propre redécouverte à un moment donné dans mon parcours professionnel de la place de l'écriture, du dessin, du collage et la manière dont moi, ça venait me restructurer. Et puis, j'ai eu la chance de travailler à un moment donné où j'ai quitté un emploi plus classique de psychologue dans un hôpital pédiatrique, de travailler pour un assureur, pour des personnes en écartement maladie, essentiellement pour burn-out. Et l'idée, c'était d'offrir un accompagnement psychosocial et professionnel pendant 6 mois à ces personnes qui étaient en arrêt maladie, totalement pris en charge par l'assurance. Mais donc, ces personnes étaient déjà suivies par des psychiatres, des psychologues dans une thérapie plus conventionnelle. Et mon mandat, c'était vraiment de remobiliser ces personnes pour pouvoir réinvestir à un moment donné la vie d'une autre manière ou d'une manière identique. Et donc, ça m'a mobilisée dans ma propre créativité pour dire, mais qu'offrir qui serait compatible avec une thérapie classique, mais qui remettrait les personnes en mobilité, en mouvement et en autonomie. Alors, j'ai tout de suite pensé au groupe, à la créativité, et puis progressivement dans mes rencontres avec ce public, eh bien, je me suis tournée vers un outil qui s'appelle le journal, et puis j'ai commencé là à travailler et à co-créer, j'ai envie de dire, avec les patients, une approche qui a vraiment montré toute sa puissance. Alors tu parlais d'expérience personnelle, on peut le dire parce que tu le racontes dans un de tes ouvrages, tu as fait un burn-out. Oui, tout à fait. Vraiment. Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances? Alors, les circonstances, c'est que je travaillais depuis 13 ans dans un hôpital pédiatrique où les enfants étaient hospitalisés pour des histoires de maltraitance, de violence, de négligence. Donc, le contexte et le contenu étaient déjà porteurs de violence. Mais ça va,
C'était, ça faisait partie du job. Ça faisait partie du job. Et puis, quand on travaille dans des histoires violentes, on est aussi vraiment au cœur de la vie, avec des collègues. C'est très mobilisant, c'est très mobilisateur. J'ai adoré ce travail. Puis, à un moment donné, j'ai plus travaillé en hospitalisation mère-bébé. C'est encore un autre type de violence vraiment dure. À un moment donné où moi, j'avais mon 3e enfant comme bébé. Donc, je pense que les burn-out et les épuisements, ils se calent aussi en miroir de nos vies. Hein. On n'est pas juste coupé une vie privée, une vie professionnelle. Oui, mais dans la structure hospitalière à l'époque, l'hôpital s'est vraiment très, très déstructuré. Il y avait énormément de personnes absentes. Et tout cela, mis l'un dans l'autre, a fait que je portais la responsabilité de toute une série de tâches pour lesquelles je n'avais pas la fonction. Alors ça, c'est vraiment la recette pour faire un burn-out. Hein, c'est prendre la responsabilité de tâches dont on n'a pas le pouvoir. Et donc, un matin, je suis arrivée à 9 h et je pense qu'à 9 h 10, j'étais partie. Mais vraiment, quelque chose s'est brisé en moi et c'était de l'ordre de la survie que de m'en aller, ce que j'ai fait. Puis j'ai eu la chance de pouvoir en fait prendre une décision très rapide qui a été de quitter cet emploi. Ce que je ne conseille pas aujourd'hui. J'accompagne maintenant depuis une 20aine d'années des personnes en burn-out. Ne faites pas ça. Il y a des structures. Il ne faut pas se déséquilibrer non plus au niveau économique et au niveau social. Bon, ça a été un passage à l'acte un peu salvateur radical, oui. et radical, mais qui a montré quand même toute sa pleine puissance, puisque j'ai retrouvé mon énergie vitale très vite. Et j'ai eu cette chance dans les 15 jours, alors que j'ai pris la décision de m'installer en libéral, d'avoir cette proposition de développer un réseau de psychologues pour l'accompagnement des personnes en burn-out. Comme ça. Comme ça, mais la magie de l'univers. C'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Non, hein. Si ça se passait comme ça, voilà. on n'en parlerait pas, ce ne serait pas un sujet aujourd'hui. Or, c'est vraiment un sujet. C'est un vrai sujet et c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un sujet qui est de moins en moins tabou par contre, ça c'est chouette, parce que s'il y a une chose à faire avec le burn-out, c'est de beaucoup plus travailler en prévention que d'attendre d'avoir épuisé toute sa jauge d'énergie vitale. Il faut en garder un petit peu pour pouvoir la mettre au service de sa guérison et de tout l'engagement vers sa guérison, parce que le burn-out, c'est pas que quitter son emploi. Le burn-out, c'est faire une profonde entrée en soi-même pour aller d'abord ventiler tout ce qui a été mis sous pression, mais aussi après faire tout un parcours de deuil, de perte, de réflexion, de clarification des pensées, puis de revenir à des valeurs que parfois on a quittées, revenir dans son centre. Donc il y a toute une série de pratiques. Tenir un journal, pour moi, au quotidien, c'est des méditations créatives, c'est un outil d'hygiène psychique. Parce que le burn-out, c'est joliment dit, un outil d'hygiène psychique. Vraiment. Parce que finalement, quelle est la définition du burn-out? C'est l'épuisement, c'est ça? Comment on sait qu'on est en burn-out? C'est vraiment l'énergie vitale qui a brûlé. Et donc, à un moment donné, on s'épuise. Alors, ce qu'il faut vraiment, il y a plein de signes précurseurs, et notamment le corps est d'une grande sagesse, c'est que le corps manifeste toute une série de symptômes, de maladies pendant au moins les 2 années qui précèdent l'arrêt. D'accord. Quand on fait un petit, le corps un petit déjà. retour, le corps savait, les gens racontent, je ne suis jamais malade, j'ai fait une bronchite, je suis partie une semaine, j'ai refait une rechute de ma bronchite, je n'ai pas compris et ça a démarré là comme ça. Donc il y a plein de symptômes, de dos, de douleurs qui s'installent. Et puis le burn-out, c'est vraiment important d'être à l'écoute et de s'arrêter à temps, parce que si on ne s'arrête pas, parce que ça c'est ce qui m'impressionne encore toujours, les personnes aujourd'hui sont tellement fragilisées dans leur sécurité économique qu'on préfère perdre sa santé, voire perdre sa vie que son travail. Alors parle-nous justement des méthodes que tu as développées à travers l'art créatif. Explique-nous un petit peu tout ça. Est-ce qu'on commence par le tarot créatif par exemple? Ça c'est le premier ouvrage que tu as réalisé. Qu'est-ce qu'on y trouve? Et à quoi sert-il? Alors, le tarot, c'est un jeu de cartes, normalement de 76 cartes, 78 cartes. Alors, 78, parce que on est en Belgique 78, alors. Hein. 78 cartes.
22 arcanes majeures et 56 mineurs. Les 56 mineurs, c'est les jeux de cartes avec lesquels on joue. La définition d'arcane? Alors, un arcane, c'est... alors, une des définitions, c'est que un arcane, c'était une plaque de bois utilisée en imprimerie au XIVe siècle. Et donc, on appelait ça un arcane ou une lame. C'est pour ça qu'on parle encore de lame dans le tarot. Mais arcane, ça a aussi une symbolique de secret à découvrir. Et ces 22 cartes majeures, en fait, c'est 22 symboles, 22 personnages, 22 contextes, 22 petits détails. Ici un petit voilà. peu. 22 histoires qui parlent de 22 expériences universelles. Chaque être humain, quelle que soit sa culture, son époque, son sexe, traverse, rencontre ces expériences de vie. Elles sont codées dans un espèce de récit. C'est comme un récit mythique. Il faut regarder chaque arcane comme un conte. Et souvent on dit que... Ouais, j'entends des personnes dire... voilà, moi je suis en vie, mais on ne m'a pas donné le mode d'emploi. Eh bien, plus je travaille avec le tarot et plus je me demande si c'est quand même pas un joli petit mode d'emploi qui nous est donné. C'est un joli mode d'emploi. Tu as un exemple que tu as amené ici. Oui. On fera un petit peu d'art créatif, nous aussi, avec Stéphane et Annabelle, quand ils seront avec nous. Donc, chacun doit créer ses petites ses cartes. Dans le livre, c'est ce que j'ai proposé, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis tombée en amour du tarot parce que ça stimulait ma pratique du journal au quotidien. Donc, tous les matins, je commence par une demi-heure, voire une heure d'écriture et de dessin dans mon journal. Tous les jours, écoutez, tous les jours, on se brosse les dents le matin et le soir. Tous les jours, on a besoin d'une présence et d'hygiène psychique. Moi, c'est ma pratique. D'aller prendre un peu la mesure de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une forme de méditation, en fait. C'est une méditation créative, oui. Je la vois pour moi, en tout cas, vraiment comme ça. Mais j'avais vraiment envie de l'amener dans mes accompagnements psycho, mais j'avais peur d'être prise un peu pour une psychologue un peu allumée ou illuminée. Et donc j'ai sorti un peu tout cela de l'ésotérisme en créant un jeu extrêmement simple de bonhomme allumette qui reprend juste une phrase essentielle de cet enseignement, l'idée étant que chaque personne, à partir de cette structure de base, puisse refléter sa propre vie dedans, sa propre image dedans, donc dessiner ses propres cartes. Propre tarot. C'est ça. Voilà, ça c'est l'invitation de ce livre-là. Oui. Et ce faisant, j'ai imaginé que chaque personnage tenait aussi un journal au quotidien. Je me suis dit, bah tiens, imagine que chaque personnage tient son journal créatif tous les matins. Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Et donc j'ai imaginé pour chacun des personnages le type d'exercice que ce personnage-là ferait pour dynamiser l'énergie particulière de cette carte. La carte 1, elle parle d'oser. La carte 2, elle parle de se réfléchir. La carte 3, elle parle de développer sa propre intelligence créative. Et donc, ce sont tous des exercices qui sont proposés et suggérés pour aller stimuler ça. Et par exemple, comment tu fais? Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple là sur ton tarot à toi que tu as amené? Oui. Comment est-ce que tu procèdes? Donc, tu disais le matin, tu es... Voilà, je vais juste mélanger mon jeu. Et alors, et puis je vais piocher une carte. Et je vais regarder cette carte et je vais me dire, mais tiens, qui m'accompagne aujourd'hui, par exemple? Est-ce que tu peux la montrer à cette caméra ici? Ça, c'est la carte 16. Éveil, j'accueille les nouveaux défis de ma vie. Voilà. Donc aujourd'hui, ton défi, c'était de venir à l'émission. C'était de venir ici. Puis alors, voilà. Et puis voilà, on sort de la maison. Donc oui, je suis sortie de la Belgique, je suis venue à Paris. C'est un petit défi quand même, hein, de trouver le bon métro, etc., la bonne rue. Voilà, ça c'est on peut le travailler de manière extrêmement simple comme ça, où je vais me dire, voilà, ça m'aligne, c'est normal, c'est ce que tu fais aujourd'hui et c'est très bien. Et si c'est cette carte-là qui est sortie, c'est que c'est très juste en plus. Donc on a une petite assurance intérieure. Maintenant, je pourrais la travailler autrement, en me disant, il y a quand même des personnages qui sont éjectés, qui tombent ou qui plongent. Là, pour le moment, ça fait 2 ans que nous vivons ce qu'on appelle une crise de carte 16, c'est-à-dire que nous sommes un peu éjectés de nos structures, de nos convictions, de nos dogmes. Il y a un virus qui est passé nous déstabiliser, il y a une guerre en Ukraine qui nous déstabilise, il y a des crises qui nous déstabilisent et qui nous font sortir des tours dans lesquels on s'est enfermé.
Mais cette carte est une carte extrêmement positive parce qu'elle nous dit que si on reste enfermé dans cette tour, la vie s'épuise, la vie se tarit. Et donc c'est une carte qui nous invite à revenir, à sortir de nos constructions mentales, de nos possessions, je possède une belle maison, pour revenir à une vie beaucoup plus simple, à simplicité volontaire, où là, c'est là que la vie pousse. Et c'est là que ma propre vie peut reprendre aussi racine. Donc en fait, on interprète à chaque fois sa carte pour se donner ses propres motivations. C'est ça. C'est un coaching de vie personnel. Bah, c'est vraiment ça. Oui. On se motive, c'est son propre horoscope. Voilà. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est un horoscope parce que ça ne dit pas l'avenir. Ça dit, ça nous propose un devenir et ça nous propose une voie dans laquelle se mobiliser. Un exercice que je fais faire moi avec cette carte-là. Donc une personne en crise, voilà, on parlait du burn-out. Quand une personne va chez son médecin et que son médecin dit vous êtes en burn-out, je vous arrête, c'est vraiment un moment de crise comme celui-là. Eh bien, l'exercice d'écriture que je vais lui faire faire, c'est d'abord j'écris je tombe et je tombe et tout le blabla qui vient sur le je tombe. Puis je dis maintenant on change de couleur, écrivez un peu je plonge. Je plonge, je plonge. Et si c'était une opportunité? Alors je ne dis pas que toutes les crises sont des opportunités, mais en tout cas chaque crise qui est traversée, on a l'obligation de la transformer en opportunité si on veut retrouver l'équilibre de santé et la guérison. Et donc on arrive tout de suite, parce que ça s'enchaîne bien finalement les cartes, avec ces deux livres. Alors le carnet de deuil, le deuil c'est pas que la perte d'un être cher. Non, c'est vraiment toutes les ruptures et toutes les pertes que nous vivons au quotidien. Qui ressemble à quoi par exemple? Alors la perte d'un divorce, un déménagement, les enfants qui quittent le nid, tous les cycles de vie. C'est pas que matériel, quoi. C'est pas que le matériel. En burn-out, il y a la perte d'une énergie vitale. Quand on a traversé un burn-out, on ne sera plus jamais la personne d'avant. Mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas à redevenir la personne d'avant. Ça, c'est intégrer le deuil dans le cycle de la vie. Donc là, on crée, ce que tu proposes toi, c'est de créer un journal créatif. Ouais. C'est de tenir un journal de son deuil. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce journal? Alors, dans ce journal, on est guidé par toute une série d'informations sur ce que c'est que le vécu de la perte, parce que c'est important de savoir aussi ce qui nous arrive et de légitimer toutes les émotions par lesquelles on passe. Puis, il y a pour chaque grand type d'émotion liée au chemin de deuil, des exercices spécifiques pour accueillir, exprimer, transformer les émotions. Qui sont par exemple, quel genre d'exercice? Eh bien, c'est pour la colère, je vais proposer de vider toute la colère sur une feuille de papier. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Il faut l'écrire au moins. Oui, au moins 20 fois. On l'écrit pour l'intégrer. C'est ça. Pour dire que vraiment je suis en colère. Alors c'est vraiment je suis en colère et puis c'est surtout pour pas aller juste chercher les premières connaissances de la colère qu'on a. Et dont on a conscience. Le fait de devoir remplir 20 fois, voire 25 fois la même phrase, on descend dans des sous-couches et on va chercher des colères oubliées, mais qui sont là et qui animent ou créent des nœuds dans notre monde intérieur. Donc il faut les faire remonter. On les fait remonter. Et après? Et puis, on les passe à la déchiqueteuse. Zoup. On a des petits morceaux de papier et avec ces petits morceaux de papier, on va créer une page avec de la couleur, du collage, de la peinture, des images qu'on vient ensuite. On a accueilli, exprimé, transformé l'énergie de la colère. Alors certains pourront dire, est-ce qu'elle est terminée? Non, ce n'est pas une histoire de terminer et d'oublier. Le deuil, d'abord, c'est un travail de mémoire, mais c'est de se donner un outil pour venir ventiler. Les émotions, elles nous traversent et elles nous traverseront jusqu'à notre dernier souffle. Qu'est-ce que j'en fais? C'est pas qu'elle nous accable, c'est qu'il faut des respirations. C'est le terme que tu emploies. Voilà. C'est vraiment respirer à certains moments. On accueille ces émotions, on les accepte. On les exprime et on les transforme. Et ce faisant, cela nous transforme. Puis, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est que le fait d'avoir un peu arrêté le bruit émotionnel, je vais avoir un regard et une clairvoyance un petit peu plus juste sur ce qui m'arrive et je vais pouvoir poser des choix un petit peu plus sereins. Voilà. Alors, dans le processus du deuil, pour une personne qui vit un deuil, là je parlais de perte au quotidien, je peux venir quand même ventiler ma colère. C'est un processus qui prend du temps.
c'est pas un processus qui fait que je n'aurai plus de colère, puisque le chemin du deuil, c'est une grande spirale ascendante par laquelle on retraverse tout continuellement, mais on l'espère avec moins d'intensité, hein, pour que le deuil ne prenne, au début, il prend toute la place, et puis à la fin, il continue à garder une place, mais il ne prend plus toute la place. C'est un peu comme un traumatisme, parce qu'on entend souvent la gestion du syndrome de stress post-traumatique, ouais. où justement on essaye de faire en sorte que le traumatisme, on le garde, mais on ne lui donne pas toute la place. Est-ce que finalement le deuil, c'est un peu similaire? Mais ce qui, je trouve, est similaire en tout, c'est la notion de perte. Et qui est probablement la plus difficile à traiter et pourtant la plus universelle. Que ce soit dans le traumatisme, que ce soit dans d'autres types de pathologies ou de difficultés de santé, cette notion de perte et de manque, c'est la plus universelle à travailler. Le traumatisme, on va le travailler aussi avec des outils comme le carnet de deuil, mais on va avoir des petites subtilités quand même. Quelqu'un qui a fait un traumatisme, si je dois travailler avec elle la colère légitime liée au traumatisme vécu, on ne va pas passer à la déchiqueteuse, parce que là, ça peut être un mouvement où il y a une perte de contrôle. Oui, donc j'ai des petites déchiqueteuses à la main, où là, on garde le contrôle. Donc on va jouer aussi sur les exercices proposés en fonction de ce qui est vécu. Oui, parce que là, on parle des ouvrages. Mais en fait, tu le fais réellement, tu as des ateliers, tu reçois tes patients pour leur faire créer leur propre journal. Et tu as plutôt des femmes, des hommes, il y a les deux? Alors, des pour enfants? Le burn-out, alors les enfants aussi, certainement. Oui, en carnet de deuil plutôt, les enfants. Oui. Et alors le tarot créatif, c'est un magnifique outil ressource à créer avec les enfants. Souvent, en accompagnement thérapeutique des enfants, je leur fais créer leur propre carte de tarot. C'est juste fabuleux. Hein. Ah oui, puis c'est même ça crée le dialogue aussi avec les parents. Tout à fait. Pourquoi tu ressens ça? Explique-moi. Bon, il faut être un peu psychologue aussi, mais bon, quand on est parent, on est un peu tout. Hein. Oui, c'est vrai. Mais le carnet de deuil, par exemple, je le propose et plein d'animateurs formés et certifiés le proposent en France, en Suisse, en Belgique, sur un processus de 2 jours de deuil. L'idée, c'est de faire un rituel de 2 jours, pendant 2 jours, la personne, en groupe, parce que le deuil c'est une histoire de communauté, la personne vient vivre et créer un livre-objet en passant par toute une série d'étapes qui sont organisées spécifiquement pendant ces 2 jours, et la personne crée un livre-objet autour du deuil qu'elle est en train de faire. Ça, c'est un processus de 2 jours en atelier et en groupe qui est vraiment très puissant. C'est une méthode dont on n'entend pas beaucoup parler. Tu es la seule à faire ça dans ton univers? Alors, ce sont des outils originaux. Je pense qu'en art-thérapie, les art-thérapeutes ont aussi des outils. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce que j'ai fait ici, c'est de donner l'idée de travailler toutes ces thématiques-là dans un carnet, dans un journal qu'on peut tenir au quotidien. Et qu'on peut emmener aussi chez son thérapeute, chez son psychiatre, parce que ça va vraiment nourrir le travail thérapeutique qui est fait à cet endroit. C'est pas on peut vraiment emmener son journal là. Alors, je disais que tu avais beaucoup de choses que tu faisais. Il y a aussi Art et moi. Qu'est-ce que c'est, Art et moi? Alors, Art et moi, c'est la structure que j'ai créée. Qui s'écrit Art, A-R-T, et moi, et M-O-I. Oui, voilà. C'est la structure que j'ai créée pour comment traiter les émotions par l'art. Et c'est une structure qui organise des accompagnements thérapeutiques, des formations, des groupes de créativité, puis aussi des formations à l'apprentissage du tarot, des choses comme ça. Et des formations professionnelles aussi? Oui. La formation au journal créatif du burn-out est une formation professionnelle certifiante, et celle au carnet de deuil aussi, puisque ce sont Elle est reconnue en Belgique? Elle est reconnue ou en France aussi? Elle est reconnue aussi en France, oui. Donc tu peux former. Et alors, j'ai pu voir sur ton site internet que tu proposes en distanciel beaucoup. Alors, depuis le Covid, je me suis mise à l'exercice des formations en distanciel. Et donc, je les continue parce que ça a permis à plein de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer en Belgique. Donc, je les continue. Le programme est monté, il fonctionne très bien. Mais je remets aussi maintenant du présentiel parce qu'il faut faire attention à ne pas se faire avalé par le distanciel, la facilité du distanciel. L'être humain a besoin de contact, de présence, et il faudrait faire attention à ce que
ce qui a été une solution pendant les 2 ans du confinement ne devienne le problème de notre humanité aujourd'hui. Tout est une question d'équilibre finalement. À chaque fois qu'on aborde un sujet, tout est une question d'équilibre. On va rester dans l'art, mais cette fois-ci dans la photographie. Stéphane est allé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Maurice où il est allé découvrir une exposition photo pas comme les autres. Bonjour, alors effectivement on est allé faire un sujet sur le site national des hôpitaux de Saint-Maurice, un lieu prestigieux, on y reviendra dans une prochaine émission j'espère. C'est dans le Val-de-Marne et c'est un site qui est chargé d'histoire, qui dès le XVIIe siècle avait vocation à accueillir des malades mentaux. Donc on est allé là-bas parce qu'il y avait une exposition particulière, unique, originale, qui a été faite avec des malades et des soignants. On sait que les malades, leurs troubles sont souvent mal perçus par chacun d'entre nous, mal compris. Et ce qu'on sait moins, c'est comment les malades perçoivent eux-mêmes leur propre image. Et c'est tout le but de l'exposition qu'on est allé voir, qui est née d'une exposition photo réalisée par cette photographe que nous allons voir, Marion Grenier, qui pendant 1 an et demi a fait plusieurs ateliers avec des groupes de 4 patients sur l'expression qu'ils pouvaient avoir de leur propre personnalité, de leur propre image, qui plus est au travers de la maladie. Et ça donne ce que l'on va voir dans le sujet. On en reparle après. Ce qui m'intéressait justement, c'était qu'ils soient vraiment eux les auteurs d'un récit d'eux-mêmes en fait, et que ce ne soit pas comme souvent, ces gens-là, on raconte beaucoup de choses sur eux, les médecins parlent d'eux, la société parle d'eux, il y a toujours des discours qui sont posés sur eux, mais eux, on ne les entend jamais. Ouais, donc en fait, l'idée, c'était justement de leur donner une parole, enfin à travers l'image, pour... et via cet atelier photo. Exactement. On a plein de facettes. Je ne sais pas de quel trouble cette personne souffre, mais on voit pas mal de facettes de sa personnalité. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que moi, je ne sais jamais, je ne sais toujours pas, justement, de quoi souffrent ces personnes. Bon, ils se reposent, enfin, je ne sais pas, si je devais aller vite en description. Oui. Alors, ce qu'il a voulu raconter, donc tout de suite, il explique que voilà, il y a un ordre et que ça commence là. Et en fait, l'idée, c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire l'enfant, la naissance, donc la position fœtale. Donc après une position endormie, l'homme qui se lève, donc la position debout. Et en fait, entre ces deux, c'est l'homme qui est debout et en fait qui voit la mort, qui cherche à fuir la mort et qui est rattrapé. Voilà, ça paraît plus évident tout de suite. Voilà. Il y a quelque chose de très clownesque. Dans l'atelier du clown, tu vois, on fait des têtes comme ça et elle a une gueule aussi. Et en fait, c'est à partir de cette histoire qu'elle racontait que je lui ai proposé. Je lui ai dit pourquoi pas, ce que je faisais peu, pourquoi pas travailler sur cette idée-là qui a l'air de travailler. Chaque parcours de vie, parle de nous en fait, au-delà de la maladie, c'est ça qui est intéressant dans l'exposition. Oui, on peut, je pense, chacun peut se dire ah bah ça me rappelle quelque chose parce que ces souffrances, parce que c'est quand même beaucoup des souffrances ou des rapports au monde, mais elles sont à la fois particulières ou exprimées à leur manière, mais on peut évidemment s'y reconnaître. C'est pas des gens qui nous sont étrangers en fait. Beau sujet à retrouver dans son intégralité sur Bien dans ma tête TV. Et vous allez voyager dans l'âme humaine, c'est vraiment un parcours, comme on le dit dans le sujet, qui nous touche tous en fait, parce que ces histoires, ce sont nos histoires, la façon de s'offrir à la caméra ou de se dissimuler à l'objectif. Ça parle aussi de nous parce qu'on est au quotidien capable de faire ça. Il y a même des soignants, médecins ou infirmiers qui sont là dans l'exposition et qui eux-mêmes ont du mal à dévoiler un message via cet atelier photo, via cette exposition. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a une scénographie aussi qui a été mise en place par Marion Grenier. Elle a souhaité choisir un lieu qui puisse vraiment raconter chaque histoire indépendamment. Donc en fait, on pousse les portes et on rentre dans des pièces et dans des histoires, dans des moments de vie. C'est grand quand même, le site de Saint-Maurice, c'est très très grand. Et c'est une aile désaffectée et c'est assez troublant quand on rentre, on est tout de suite saisi par une atmosphère, une ambiance. La lecture de ces photos
Nous, on a eu le plaisir, et c'est pour ça qu'il faut aller voir aussi le sujet d'avoir les confessions de la photographe qui nous expliquait la démarche et un peu l'histoire, tout en restant anonyme, de chacun. Et c'est vraiment très beau, très touchant. Moi, j'invite tout le monde à aller voir cette exposition, à se renseigner aussi sur le travail de cette photographe qui d'ailleurs réalise un autre atelier en ce moment même, enfin en tout cas un autre travail avec le service psychiatrie de l'hôpital de Saint-Maurice. Et cette scénographie, elle permet voilà, de dévoiler, de se rendre compte que ces gens-là ont peut-être vécu dans ce quotidien-là, dans ces pièces-là, ça nous parle de nous, de la maladie, de plein de... Vraiment, 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 ça fait résonner plein de sentiments en nous. Et c'est absolument magnifique. Et petit détail aussi important, les photos ont été sélectionnées par les patients, les photos ont été également accrochées et dans les pièces avec c'est leur exposition aussi. Et c'est voilà, le message leur appartient autant qu'à la photographe. Et comme elle le dit, il s'exprime au travers de cette exposition et c'est vraiment bouleversant. Mais c'est de plus en plus courant maintenant qu'on voit dans les HP des expositions, des moments comme ça. C'est courant. Villévrard propose, Sainte-Anne aussi, et chacun a sa façon de créer aussi. Il y a une façon de montrer que c'est pas parce qu'on est patient qu'on est un être à part. On a aussi, on parlait d'Antonin Artaud, mais des qualités artistiques ou une volonté. Et l'art, ça a toujours été un outil pour exprimer quelque chose, un message, un sentiment, une émotion, créer du lien. Il y a toutes ces photos à retrouver, en tout cas elle a fait des ouvrages qu'elle nous a donnés, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, on a quelques photos qui sont D'accord. Voilà, tu as eu un petit cadeau, toi. On a eu un petit cadeau avec effectivement, voilà, par exemple, voilà, des images qui vont comme ça être interprétées tout de suite, mais oui, on peut le faire passer d'ailleurs, mais l'exposition en tant que telle mérite le détour parce que cette scénographie valorise vraiment le message. Saint-Maurice, on sait jusqu'à quand elle a lieu cette exposition? Jusqu'au 19 juin inclus, et moi ce que je souhaite et ce que je disais à Marion Grenier, c'est qu'elle puisse vivre ailleurs. Vraisemblablement, elle pourra peut-être vivre dans un autre lieu à Paris, mais c'est vrai que là... cette aile désaffectée avec ces pièces qui sont dans occupées, c'est vraiment génial. C'est vraiment très très beau. Ouais. Avant de faire cette émission, tu étais là. Il faut que vous alliez voir cette exposition. Donc, ça part, c'est vraiment à part. Ça t'a transporté. Très beau moment. On va toujours sur ces lieux-là sans savoir ce qu'on va y trouver. Et finalement, on y trouve ce qu'on y apporte. Et cette exposition nous aide à apporter beaucoup de choses de nous-mêmes et des gens que l'on a côtoyés. Donc, ces histoires-là, elles sont incroyables. Bon, merci Stéphane. On va aller voir cette expo. De rien, avec plaisir. de Saint-Maurice. Vivement les suivants. Alors, Nathalie, justement dans le journal créatif que tu proposes, il y a du découpage, du collage, de l'écriture, du dessin. Comment on sait ce qui nous fait le plus de bien? Est-ce que c'est la page créée dans sa totalité ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose pour lequel on est plus... je ne sais pas apte, c'est pas le mot que je cherche, mais on est le plus en phase avec ce qu'on a envie de proposer. Il y a des sensibilités différentes. Par moment, on peut vraiment se dire, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec l'écriture, mais ça ne veut pas dire que 3-4 ans après, c'est le dessin qui va venir nous chercher, parce que dès qu'on ouvre le robinet de la créativité, tout peut s'engouffrer. Mais vraiment, oui, on a des moments où on va être plus écriture, plus dessin. Pour le carnet de deuil et le processus des 2 jours dont je parlais, c'est vraiment la page finie qui vient à un moment donné harmoniser quelque chose. Et donc il y a un côté dans le carnet de deuil esthétique qui vient remettre de l'esthétique là où la rupture était vraiment trop douloureuse. Et donc ce que je dis souvent aux personnes, ça n'est pas possible de rater une page de carnet de deuil. Si une page de carnet de deuil ne vous plaît pas, ou vous la trouvez moche, ou c'est juste un jugement de valeur, mais c'est souvent ce qui sort face aux créations, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est pas que vous la trouviez belle ou pas belle, c'est que j'entends qu'il reste une tension interne pour vous par rapport à cette page. Ça veut dire qu'elle n'est pas finie. Ce carnet de deuil, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il est fini? Est-ce qu'on le met dans une boîte? Est-ce qu'on le garde chez soi? Est-ce qu'on le relit de temps en temps? Le carnet de deuil spécifiquement, c'est vraiment un livre-objet. Ça devient vraiment... Moi, par exemple, celui de ma mère, il est resté 2 ans exposé à une page que j'aimais particulièrement dans le salon. Et puis, parfois, c'est juste un regard qui accroche cette page et qui fait que, hop, quelque chose
se passe et confortable à l'intérieur. Donc oui, et alors il n'est pas obligé d'être exposé. Ce serait vraiment dommage par contre de faire un carnet de deuil et de l'enfermer dans un tiroir. Beaucoup de personnes le gardent proche d'elles, le reconsultent, mais surtout ce que j'entends comme témoignage et comme histoire, c'est qu'il est un vecteur d'échange dans les familles. Ce n'est pas toujours facile dans une même famille de faire un deuil, et parfois quand il y a un objet comme celui-là, il y a un dialogue et une conversation qui est générée autour de ce carnet. Et finalement, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important, évidemment. Alors justement, pour revenir sur le carnet de deuil, il y a des citations, très jolies citations, j'en ai noté une. Écris, écris, ouvrir ma porte, lis des livres et des livres, on sème l'amour, pense avec les mots. Évidemment, pense, P-A-N-S-E, les mots. C'est un extrait du Carnaval des mots de Déborah Choc. D'où viennent toutes ces citations? Comment tu les as trouvées et pourquoi tu les as mises à l'intérieur de ce livre? Certainement parce qu'elles m'ont touchée et que je trouvais qu'elles parlaient avec des mots encore plus jolis que les miens. Parce que parfois, il y a des citations, il y a des poésies, il y a des extraits d'auteurs qui sont des petites pépites. Moi, j'appelle ça j'oublie le mot évidemment, ça va me revenir, mais des perles de sagesse où on lit à un moment donné un morceau de poème, une phrase qui vient réorganiser tout ce qui était morcelé en soi et où on se dit « Waouh, mais ça a juste été écrit pour moi, ça ». Il y a des mots qui sont tellement justes et qui viennent, poum, organiser. D'ailleurs, tu n'as pas retenu cette phrase-là. C'est exactement ce que j'allais dire. Finalement, elle m'a touchée, moi, cette phrase. Elle t'a touchée et elle est venue faire un écho. Et j'appelle ça les perles de sagesse. C'est quand les mots des autres viennent nous faire vivre une expérience universelle et viennent remettre un peu de l'ordre dans une confusion intérieure qui était douloureuse. Et pour moi, toutes ces citations sont des perles de sagesse. Alors Christian Bobin, c'est un auteur magnifique, il est dans plusieurs endroits dans le livre. Et puis c'est moi-même en me documentant, dès qu'il y a un livre qui sort sur le deuil, je le lis parce que je pense qu'accompagner les personnes en deuil nécessite qu'on s'engage et qu'on soit au fait. Et donc qu'on lise les auteurs, qu'on écoute, qu'on aille à des conférences. Et donc oui, là on rencontre des mots fabuleux. Et puis il y a des temps d'arrêt que tu proposes. Oui. C'est quoi ces temps d'arrêt? Alors les temps d'arrêt, c'est les pauses, parce qu'il ne faudrait pas non plus être dans cette logique d'exploitation exponentielle de soi, hein, qui mène au burn-out, oui, qui est de dire, voilà, j'ai un deuil et maintenant je travaille pour en sortir. Non, 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 je suis doux aussi avec moi. Parfois dans mon journal, c'est juste pour me poser. C'est pas pour tout le temps travailler une thématique, tout le temps aller chercher une nouvelle réponse, tout le temps aller... Parce que ça s'apparenterait à l'exploitation exponentielle de soi-même, qu'il faut savoir quitter aussi, parce que l'art et la créativité, parfois, c'est juste nous inviter à la contemplation, à être là. Et donc, oui, dans le livre, je distille des moments de pause. On fait pause, on ne travaille rien là. Juste, on laisse nos mains griffonner, dessiner, et il y a une espèce de paix intérieure qui s'installe. Et je n'ai rien cherché. Tout le temps chercher quelque chose, ce serait s'exploiter. Bon, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire une petite pause avec Annabelle, qui va venir nous parler de l'inauguration du premier GEM parisien, un GEM autisme. Salut Annabelle. Bonjour. Bonjour. Alors oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Quoique, il y a des choses... Il y a des petits liens. Oui, donc je vais vous présenter le groupe d'entraide mutuelle Paris 17 qui a ouvert ses portes. Donc, il faut savoir qu'en France, on en compte 505. Un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle, et dont l'œuvre Falleret en gère 13 en Ile-de-France. Et le petit dernier est né, alors là, vous voyez les locaux avant. Le petit dernier est né en avril, il a ouvert ses portes en avril, et il permet aux personnes ayant des troubles du spectre autistique d'avoir un lieu à eux. Alors pourquoi créer un spécial autisme? C'est juste qu'en fait, il faut juste adapter les locaux. Par exemple, un endroit pour s'isoler, pour se reposer, des couleurs peu agressives, un environnement calme, parce que si vous faites un GEM autisme au bord d'une autoroute ou un boulevard, il n'y aura personne. Non, c'est pas cool. C'est pas possible. Même quand on n'est pas atteint de troubles autistiques, c'est pas cool. Non, c'est ça. Alors, je vous propose de regarder le petit sujet, parce qu'on les a suivis de la remise de clés jusqu'à l'inauguration. Il y a vraiment une réelle évolution. On va regarder tout de suite.
s'est dit qu'on voulait surtout un lieu convivial, pas aseptisé et qui ne faisait pas référence à un établissement médico-social, surtout quelque chose de chaleureux. Et puis ensuite, donc on a mis tout en blanc et puis ensuite on s'est dit que ce sera avec les adhérents qu'on va construire le lieu, donc sur l'aménagement, sur le choix des couleurs, le mobilier, voilà. Donc après ça a été un choix partagé. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore le résultat final. Il reste encore beaucoup à faire au niveau du lieu, de sa décoration, de son ameublement, et puis surtout au niveau des initiatives qu'on y prend. C'est ça le plus important. On essaye de faire en fonction du temps, de l'énergie qu'on a, parce qu'on est toutes et tous très occupés par ailleurs. Et c'est une façon quand même d'officialiser les choses, même si ça se passe toujours très progressivement. Je trouve ça intéressant justement que les adhérents puissent, dès la naissance d'un lieu, participer à la manière, à l'architecture, aux couleurs, aux espaces. On retrouve des choses, un petit peu de turbulence avec un coin un petit peu plus en retrait. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient participé à tout ça. Donc vous avez vu l'évolution des locaux, on est passé des couleurs complètement trash à une douceur. Crème, voilà, du bleu pâle, du blanc, tout est bien fait, tout est cocoon et on s'y sent bien et on sent les membres vraiment fiers. Et lors de l'inauguration, en fait, les membres du GEM étaient vraiment, voilà, ils présentaient tout et c'était un petit peu des portes ouvertes pour des personnes autistes qui n'osaient pas pousser un petit peu la porte d'un groupe d'entraide mutuelle. Et on les voyait se dire, bon, bah, je vais peut-être venir, parce qu'ils s'y sentaient bien, en fait. Et on les sent très acteurs du GEM, parce qu'il faut savoir que les membres ont vraiment, ils peuvent ou participer à des ateliers ou aussi proposer des ateliers. Et par exemple, là, justement, comme c'est un spécial autisme, eh ben, il y en a un qui avait proposé un groupe d'entraide administrative et juridique, parce que ils se sont dit, suite à une discussion, ils se sont dit, mais en fait, il y a un mal-être terrible pour la paperasse, pour les aides. Ça angoisse. C'est très angoissant pour eux. Ils se disaient, on est vraiment des sous-humains, quoi. Et donc le fait d'avoir créé ça, ils s'entraident et ça les motive pour faire des dossiers, pour montrer des choses, pour avoir des aides aussi, parce que financièrement c'est une galère, parce qu'on leur dit d'aller faire des ateliers de bien-être et tout ça, oui mais ça coûte cher, ça c'est pas remboursé, donc il faut aussi travailler à côté. En fait voilà, ce groupe d'entraide mutuelle est vraiment très dynamique, génial, ouais. En les suivant, en les écoutant un petit peu. Donc voilà, je vous conseille, en tout cas si vous avez des personnes qui sont près du Paris 17e, d'aller faire un petit tour. Parce que l'équipe est très sympa. Et j'imagine que dans le programme, parce qu'on peut aller regarder sur le site internet, je crois que c'est GEM-Falleray, on peut voir tous les plannings des GEM. Et moi, par mois, le planning change. Moi, j'ai été regarder et il y a des ateliers créatifs aussi. Oui, alors il y a atelier art plastique, il va y avoir atelier photo, atelier écriture, atelier théâtre. Donc voilà, tout est vraiment dans l'expression. Oui, on voit d'ailleurs. C'est ce côté collectif, encore une fois. Ouais, et à l'inauguration, il y avait effectivement tous les tableaux faits par les membres. Alors, on voyait bien le caractère de chaque personne d'ailleurs. Moi, j'ai essayé de reconnaître qui avait fait quoi. Ah oui. Non, mais t'as gagné pas du tout. Après, en même temps, tu les connaissais pas encore assez. Je les connaissais pas, voilà. Bon. Alors, pour terminer cette émission, Nathalie, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour nous faire un petit atelier créatif? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? J'ai vu que tu nous avais mis des stylos, des petites feuilles blanches. Moi, j'ai bien envie de créer. Alors, je vous ai préparé un mini carnet. En fait, je voulais juste vous proposer ce petit exercice qui est très simple et qui est très puissant à utiliser par tous et tout le temps, à tout moment dans nos vies. Vous savez, ces moments où on s'agite parce qu'on résiste à une situation. Une situation qui nous met en agitation, non, je ne suis pas d'accord, et donc on sent qu'il y a toute une agitation émotionnelle. L'idée, c'est dès qu'on est en agitation émotionnelle et qu'on est face à une perte, il y a peut-être un petit chemin de deuil à faire, histoire de clarifier ses pensées pour savoir à quoi on va dire oui. J'appelle ça le chemin du non au oui. Alors, je vais vous demander de penser à une situation qui vous agite. Si vous n'en avez pas et que vous êtes extrêmement zen dans vos vies, vous pouvez toujours prendre la guerre en Ukraine. Oui. Mais sinon, si vous en avez une,
passez-la par ce petit tamis et vous verrez ce que ça donne. Alors, c'est très simple. On pratique là ce qu'on appelle l'écriture spontanée. L'écriture spontanée, c'est j'écris sans jamais arrêter la main. Ici, on va même l'écrire en spirale. L'idée, c'est de ne pas aller chercher une réflexion mentale, réfléchie et analytique. C'est de laisser sortir ce qui doit sortir. Ensuite, une des grandes émotions du deuil, la colère. Vous écrivez un petit colère et vous faites une écriture en spirale dans une autre couleur. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Et vous laissez venir tout ce qui vous vient. Je suis triste, donc tristesse, je suis triste, je suis tellement triste, j'ai été tellement triste, j'ai peur, j'ai très peur, j'ai eu peur. De nouveau une écriture en spirale et puis un oui. Et là, vous allez arriver à quoi dites-vous oui? Je décide de dire oui à, ou un jour je voudrais pouvoir dire oui à, et oui. Alors, un petit stylo. Non. Colère. Ok. Le choix de la couleur, Donc, on y va. C'est dès que vous mettez un peu de couleur, que vous écrivez en spirale, votre mental se demande ce que vous êtes en train de faire et lâche. On écrit dans tous les sens. Oui. J'appelle ça l'écriture en spirale. Et vous commencez par le non, votre résistance. Pendant qu'ils sont en train de faire leur petite carte, Ouais. il faut que j'interprète, moi, ce que les symboles ont signifié pour moi. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette carte qui parle de ta réalisation? Alors, pour moi, j'ai trouvé que c'était... alors, je ne sais pas si tu gênes la caméra avec ta tête. Alors, moi, sur cette carte, j'ai trouvé que c'était très féminin, que c'était une femme et que ça me représentait moi. J'aimerais bien être aussi svelte, mais... et avec les mains en forme d'infini. Là, c'est l'œuf, c'est la matrice, le côté maternel. Le 21, je l'assimile à mon anniversaire. Je suis née le 20, mais souvent les gens se trompent et Le 21. m'appellent pour me souhaiter bon anniversaire le 21, parce que je suis née le jour du printemps, le 20 mars. Et souvent les gens pensent que c'est le 21 mars le printemps. Et donc c'est vraiment ce que ça représente de moi, une femme qui avance, qui va vers l'avant et en toute sérénité, pleine de sérénité. Et j'ai écrit « Je suis une femme heureuse et sereine à l'infini ». Magnifique. C'est l'état du moment. Hein. C'est l'état du moment. Et en même temps, c'est l'état du processus de deuil. Dans le deuil, cette carte-là, elle va dire quand je retrouve ma place dans le monde. Le deuil, au début, prend toute la place. Et puis, faire son deuil, c'est faire un travail de mémoire. C'est certainement pas oublier. La douleur de la perte et du manque va rester. Mais ça ne va plus prendre toute la place et je vais pouvoir reprendre ma place dans le monde. On ne dirait pas comme ça, mais je suis pleine d'émotions là. Parce que je trouve ça très joli de faire une petite courbe de deuil rapide et puis d'aller chercher la réalisation. Ah oui, mais je suis sûre que ça marche. On voit mes yeux, ils sont tout mouillés. Oui. Mais ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il faut approfondir après. Et le fait d'en faire plusieurs, on doit faire ressortir beaucoup d'émotions et beaucoup de choses très positives. Oui, C'est un bel exercice en tout cas, même pour nos enfants. Ou pour, Mais oui, oui, en fait, complètement. c'est vraiment un chouette. exercice. Ok, j'ai une émotion, je vais d'abord un peu la passer par la trame de ce petit exercice. J'ai accueilli, exprimé, transformé l'émotion, ce qui fait que je suis avec beaucoup plus de clairvoyance face à une situation et je vais pouvoir revenir dans une communication plus claire, un dialogue plus serein, une présence au monde plus juste. Ah oui, monsieur. Et donc, il fallait s'emparer de ça. Ouais, c'est ça. On va montrer. On n'est pas obligé de faire la même chose. Non, Exactement. on s'en empare, Mais moi, effectivement. j'ai un côté assez scolaire, donc j'ai fait à peu près le même dessin, Oui. sauf cette étoile, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai dessiné les étoiles comme ça. Ok. Donc ça parle de moi aussi. Mhm. Et comme c'est un dessin un petit peu enfantin, puis il y a un 17, et moi, c'est le 9, mon chiffre. Donc, je comme vais la montrer. voilà, je ne sais pas Mhm. si j'arrive à Ouais. montrer. Et puis il y a marqué don de soi. Ouais. Moi, j'ai rajouté de soi. Mhm. Et en bas, j'offre au monde mes talents, ceux des autres, Ouais. mon cœur et ses battements. Voilà. Mhm. Parce que je trouve que si on offre quelque chose, ça part de là. Ah, mais Après, toi je aussi, vais il est être ému, perturbé. lui Oui, aussi. c'est très joli. Et c'est vrai. Ouais, Et ouais, donc ouais. après, ce que ça raconte, c'est le lien, ses cheveux. Moi, je vois pas les mains, je vois des lampes. C'est bizarre. Mhm. Et puis voilà, après c'est un personnage, j'aime bien ce personnage parce que
On s'y attache tout de suite, en fait. Ouais. Hein. Mais en fait, ce qu'il y a de bien dans Surtout ces personnages, quand ils ne nous prennent pas en otage, et quand ils sont un petit peu informels, ils peuvent être nous, ils peuvent être quelqu'un d'autre, ils peuvent donner plusieurs images, et c'est intéressant. Et je trouve que dans la vie, effectivement, il y a quelque chose de... Comment dire, si on réfléchit un petit peu, personne ne vaut plus qu'un autre, et donc d'être un petit peu comme ça, un parmi d'autres, bah, je trouve que c'est qu'on a compris beaucoup de choses. Donc on peut se donner et recevoir en même temps. Ouais. Coupé Là, court. ça va très loin, mais T'as coupé c'est court à très ton intéressant émotion comme quand même. règle. Hein. Oui, oui, en effet. T'as coupé Faut court couper. en intellectualisant un peu ce qui est. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai que voilà. Ouais, ça c'est, t'a touché quand même. Bah, toujours, moi je suis. Ça part tout de suite. Annabelle, tu nous livres ta Ben carte. oui, moi c'est pareil. J'étais entre ce que j'ai fait là et je sors la carte choix. Je suis un peu sur les fesses parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de cette carte. D'accord. C'est que donc là, le choix, moi je vois au milieu, moi je suis là. Et en fait, on est toujours entre le oui, le non, ou ou faire plaisir à l'un et pas à l'autre. Et ah oui, mais non. Ah oui, j'avance d'un pas, je recule 2, 3. Et ben c'est toujours ça. Et je m'engage à être moi-même. Moi j'ai rajouté être soi-même évite les conflits. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines maintenant que pas que je me rebelle, mais que j'aimerais m'imposer. Parce que en fait, je me suis dit pour mes 40 ans, Annabelle, t'arrêtes d'être gentille avec tout le monde, de faire comme il faut. Non, c'est toi maintenant. C'est toi qui gères, c'est toi qui mènes les rênes. Tu dis oui ou non, mais c'est ton choix. Et je fais ça que depuis quelques semaines et je trouve ça très drôle d'avoir ça. Alors effectivement, depuis que je fais ça, j'ai quelques conflits parce que tous les gens avec qui j'avais dit oui, mais en fait ça ne m'intéressait pas, bah, j'ai un petit retour de bâton. Mais il y a un côté de bien-être qui est extraordinaire. Donc voilà. Waouh. Fabuleux. Donc, On vous envoie merci. la facture. Enfin, vous nous envoyez la facture. On vous envoie. Ouais, on Non vous mais en- toi, tu es dans le dos. On est comme ça. cobaye. On peut le trouver partout, on peut le commander sur Internet. Ah non, oui, chez moi, quoi, celui-là. Oui. Voilà. Il t'appartient. C'est Oui, toi qui l'as créé. l'éditeur, on a hésité avec Il est l'éditeur où, mon à livre, à d'ailleurs l'éditer ou pas, mais comme le livre Ah, propose je de crois qu'il construire l'avait. soi-même son propre jeu, avec ses mêmes petits dessins, on n'a pas édité, comme ça chacun est invité à plutôt aller acheter 22 cartes blanches et se faire son propre jeu. Bah, ça nous a fait un bien fou, hein, cette émission. J'adore. Merci, Nathalie. Donc, on peut retrouver vos ouvrages, vos 3 ouvrages dans toutes les bonnes librairies ou sur les plateformes qui proposent, hein, effectivement, de pouvoir se les procurer. Vous retournez en Belgique, mais vous avez aussi un 4e ouvrage en préparation. Oui, avec une de vos collègues parisiennes, une art-thérapeute des hôpitaux de Paris. On est en train de terminer un livre sur l'art qui accompagne la maladie. D'accord, donc une journaliste, c'est ça quand vous parlez de... Non, une parisienne, pardon. Ah, une parisienne. Elle est Une art-thérapeute. Elle est art-thérapeute. Art-thérapeute. Elle travaille dans les hôpitaux de Paris et elle accompagne les adolescents et les adultes en onco-immunologie et en oncologie. D'accord. Et puis on a fait une écriture à 4 mains pour accompagner la maladie, le chemin de la maladie, dans un processus d'acceptation de la maladie, en utilisant l'art, mais vraiment il y a toute une culture de l'art, c'est presque un livre d'histoire de l'art, et on voit comment chaque artiste, en fonction des différents défis de la maladie, a répondu à sa manière. Et alors on invite à tenir un journal à la manière de. C'est ça, c'est encore en un peu fonction. sur le même processus, C'est ça. même procédé, mais sur un autre thème. Oui. Merci infiniment Nathalie, Merci de m'avoir Annabelle, reçue. Stéphane. Eh bien, c'était chouette. J'ai Merci, adoré cette ouais. émission. Voilà, on vous dit un grand oui à tous et surtout, on se dit à très bientôt. Bye bye.